Nous allons commencer. Bonjour à tous ou bonsoir selon où vous vous trouvez, peu importe où vous êtes dans le monde. Je m'appelle Jamie Wen-Besson et je suis gestionnaire principale du programme du genre à l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. J'ai l'insigne honneur d'être votre modératrice pour l'événement d'aujourd'hui et je tiens à vous remercier pour votre présence. Nous avons, comme je l'ai dit, un programme chargé aujourd'hui et nous allons donc commencer pour pouvoir avoir autant de temps que possible pour les présentations et les questions-réponses. Avant de commencer, nous avons également quelques points d'ordre administratif à partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, et c'est très important, veuillez noter que l'interprétation est disponible en anglais, en espagnol et en français. Cliquez sur le symbole du globe sur votre panneau de navigation en bas de votre écran Zoom et sélectionnez ensuite la langue de votre choix. Sachez également que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre site web en anglais, en espagnol et en français. Elle sera aussi envoyée par mail à tous ceux qui se sont inscrits pour la séance d'aujourd'hui. Les microphones sont désactivés afin de minimiser les distractions liées à la connectivité. Cependant, veuillez utiliser la fonction questions-réponses pour envoyer vos questions ou vos doutes afin que nous puissions les clarifier et y répondre. Ce webinaire n'aurait pas été possible sans le soutien de différentes organisations, y compris d'une agence de l'USAID et aussi de l'Agence norvégienne de coopération au développement, NORAD. Merci, un grand merci chaleureux à l'USAID, à NORAD, nos partenaires, et merci à l'équipe de l'UICN, Ruani, Laura, Jason et Lena, qui nous ont aidés en coulisses. Et merci à vous, notre public, pour votre écoute. Avant de poursuivre, nous tenons à rappeler que l'événement d'aujourd'hui est lié à la violence basée sur le genre. Cela peut s'avérer difficile, ça peut être éprouvant, donc prenez bien soin de vous et nous vous remercions une nouvelle fois de votre présence. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé également dans le cadre du Centre de liens sur les VBG et l'environnement de l'UEI et de l'UICN. Cet événement tombe le dernier jour de l'observation de cette année des 16 jours de militantisme contre les VBG. Cette année, les Nations Unies soulignent des informations nouvelles et alarmantes. En 2023, toutes les 10 minutes, une femme a été tuée intentionnellement par son partenaire ou un membre de sa famille. Cela nous rappelle que malheureusement, toutes les personnes qui subissent des violences basées sur le genre ne sont pas des survivantes. C'est avec ce rappel qui nous donne à réfléchir que nous organisons l'événement d'aujourd'hui, qui est conçu pour souligner et mettre en évidence les efforts dans le domaine du financement et de la programmation en matière d'environnement et de climat, que nous avons besoin et que nous devons faire des progrès pour contribuer à un monde plus sûr et plus durable. Au cours de cet événement, nous partagerons les perspectives des subventions RISE et inviterons les gouvernements à nous faire part de leur point de vue sur la lutte contre les VBG dans les contextes environnementaux et climatiques. Encore une fois, tout au long de cet événement, nous vous invitons à utiliser la fonctionnalité réponse plutôt, pour soumettre des questions à nos intervenants. Nous les recueillerons et en poserons autant que possible lors de la session de questions-réponses d'aujourd'hui. Nous espérons que les expériences émergentes et les priorités décrites dans l'événement d'aujourd'hui vous aideront et nous ferons un très court sondage à la fin de l'événement d'aujourd'hui pour connaître vos réactions. Posons maintenant le contexte rapidement. Le Centre Gender-Based Violence and Environment et le RISE Grants Challenge ont tous les deux la même origine. Cela a commencé par une question. Nous savions que les VBG étaient présentes dans toutes les sphères de la vie et dans tous les contextes mondiaux. Mais y avait-il des liens spécifiques avec l'environnement et la programmation environnementale? Notre voyage a donc commencé lorsque l'UICN, en collaboration avec l'USAID, s'est efforcé de mieux comprendre les liens entre les VBG et l'environnement il y a plus de 6 ans, lorsqu'en 2018, l'USAID a demandé à l'UICN de mener une étude sur cette intersection. Cette étude de 2 ans, qui a été publiée en 2020, a révélé que les VBG sont un outil de stratégie utilisé pour négocier et renforcer les privilèges existants et les déséquilibres de pouvoir dans l'accès et le contrôle des ressources naturelles.
Nous avons constaté que le changement climatique et la dégradation de l'environnement causée par les industries extractives et les activités illégales exacerbent cette dynamique. Nous avons également constaté que les VDG sont utilisés pour façonner et contrôler le monde du travail environnemental et de la défense de l'environnement, car elles sont utilisées pour réduire au silence ou décourager les femmes de s'engager dans des activités, des emplois et des fonctions de direction dans le domaine de l'environnement. Une enquête menée auprès des praticiens de l'environnement nous a permis de mieux comprendre les VDG dans le contexte de la programmation. Près de 60% des praticiens de l'environnement interrogés avaient observé des cas de VBG lors de la mise en œuvre de projets. Et plus de 70% d'entre eux avaient exprimé des lacunes dans leurs connaissances sur la violence sexiste et la programmation environnementale, ce qui indique à la fois l'existence d'un problème grave et un manque de connaissances ou de solutions sur la manière de le résoudre. Nous avons également récemment ventilé ces données par sexe et constaté que les praticiens de l'environnement, hommes et femmes, identifiaient les problèmes de VBG, ce qui remet en question les hypothèses selon lesquelles les problèmes sexospécifiques qui touchent principalement les femmes et les filles sont généralement identifiés par des femmes. Au contraire, les données nous ont montré que tous ces praticiens rencontrent ce problème et cherchent à le résoudre. En fin de compte, notre conclusion générale est que la prise en compte des menaces et des risques liés au VBG dans les programmes environnementaux est cruciale pour garantir que nos efforts en faveur du développement durable offrent des conditions sûres et dignes aux femmes et aux filles et à toute personne pour contribuer librement et de manière significative aux objectifs et aux réalisations en matière d'environnement. Ainsi, comme je l'ai mentionné, la recherche a conduit à la création du centre ainsi qu'à l'enjeu des subventions RISE, qui a été créé par l'USAID en 2019 en réponse aux résultats préliminaires de la recherche de l'UICN. L'UICN a ensuite pris la barre en lançant notre premier appel en 2022. Et à la fin 2023, nous a rejoint pour les subventions, pour nous aider à intensifier nos efforts. Comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, la demande de soutien de la part des praticiens de l'environnement est énorme. Le centre est donc l'endroit où nous travaillons à l'échelle mondiale pour rassembler, conserver, développer et mobiliser d'autres connaissances sur l'intersectionnalité de ces sujets, tandis que RISE est l'endroit où nous dirigeons les investissements financiers et techniques ciblés pour soutenir les partenariats entre les praticiens des VBG et les programmes environnementaux afin de développer de l'apprentissage sur le terrain qui sera ensuite diffusé par l'intermédiaire du centre. Aujourd'hui, le défi des subventions RISE est une famille de 18 projets qui ont travaillé dans les domaines de conservation de la faune et de la flore, de la gestion forestière autochtones, de la pêche, de l'exploitation minière et de nombreux autres secteurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Je tiens également à souligner que RISE donne la priorité aux solutions élaborées, informées et dirigées au niveau local, de sorte que toutes nos subventions exigent des partenariats qui s'appuient également sur la présence communautaire locale et un partage équitable du budget entre ces partenaires. Nous menons également des processus de co-création rigoureux au cours de l'audit préalable afin d'aider les projets à se mettre en place et à se positionner au mieux pour contribuer à l'apprentissage à l'échelle mondiale. En outre, nous nous concentrons uniquement sur les partenariats qui traitent des liens entre la programmation sur les VBG et la programmation environnementale. Et nous ne soutenons pas les projets qui traitent de ces sujets dans le cadre d'activités parallèles distinctes. Bien que l'apprentissage RISE de l'UICN n'ait eu lieu que depuis quelques années, nous avons déjà constaté qu'une attention particulière et des investissements financiers et programmatiques à cette intersection peuvent faire la différence. La diapositive ici présente quelques données issues de plusieurs projets RISE en cours et de 2 projets antérieurs. Elle montre qu'il est possible de garantir que les femmes et les hommes reçoivent des services en réponse aux VBG tout en s'attaquant aux perceptions de la sécurité concernant les VBG et les liens avec l'environnement. Juste rapidement, ces activités et ces résultats sont également importants pour la politique mondiale. Un nombre croissant et de plus en plus rapide de processus politiques, de décisions, d'accords et de traités reconnaissent le lien entre l'environnement et les VBG et invitent les États et les parties prenantes à combler les lacunes. Cette diapo présente quelques-uns de ces nombreux exemples.
Au début de l'année, nous avons lancé un appel à propositions pour des subventions RISE dans 18 pays ou pour des travaux axés sur les politiques non sectorielles. Nous avons lancé un appel à candidature portant sur les VBG face à la double crise de la biodiversité et du climat. Mais nous avons également inclus un financement dédié pour soutenir la lutte contre les VBG dans le secteur de la pêche. Nous avons réduit le champ d'application de 104 pays éligibles en 2023 à 18 en 2024, mais nous avons tout de même reçu 741 demandes complètes. Parmi celles-ci, nous avons constaté que l'affectation thématique sur la pêche a entraîné une augmentation des demandes pour ce secteur de 33% par rapport à 2023. Vous pouvez voir sur cette diapo qu'en plus de la pêche, de nombreux autres secteurs de l'environnement et domaines d'intervention ont été mis en avant par les candidats, ce qui indique l'urgence concernant l'agriculture, le changement climatique, les droits fonciers et l'eau, entre d'autres sujets. Cela nous indique que l'étendue des questions est encore très large parmi les sujets et les problèmes environnementaux. Chaque année, les demandes de subventions RISE nous permettent de découvrir des situations qui correspondent aux résultats de nos recherches. Cependant, nous découvrons également de nouvelles informations et des cas qui n'étaient pas documentés auparavant ou méconnus, ce qui nous aide à élargir notre base de connaissances sur les défis et les risques. Par exemple, comme je l'ai mentionné, nous avons vu une augmentation du nombre de propositions de projets dans le domaine de la pêche et avons obtenu de nouvelles informations et données de différentes régions. Encore une fois, un avertissement sur sur le contenu de cette diapo. Les candidats nous ont parlé de l'exploitation sexuelle de jeunes filles et des enfants dans le secteur de la pêche. Ils ont également partagé de nouvelles données sur l'ampleur de l'exploitation sexuelle dans certaines communautés de pêcheurs, touchant, comme vous pouvez le voir sur l'écran, jusqu'à 60% des femmes dans certains endroits dans le secteur de la pêche. Dans les candidatures pour 2024, nous avons également continué à constater qu'un large éventail de types de VBG était abordé. L'exploitation sexuelle était le problème de violence sexiste le plus souvent cité. Ensuite, les rapports sexuels contre du poisson représentant 55% de ces 130 cas. La violence économique arrivait en deuxième position, souvent regroupée avec d'autres types de VBG dans les propositions, comme l'exploitation sexuelle mentionnée plus haut, mais aussi la violence physique. Là encore, les applications nous ont permis de découvrir des cas et des exemples supplémentaires qui viennent enrichir la base de connaissances sur les types de violences sexistes qui peuvent se produire sur les sites importants pour l'environnement. Ce que je tiens à souligner ici, c'est que tous les exemples présentés sur cette diapositive font référence à des violences sexuelles commises dans le cadre de la surveillance ou de la gestion de lieux de travail environnementaux et ou de sites de travail ayant un impact sur l'environnement. Je juxtapose cela aux conclusions d'un rapport du FMI cité par les candidats qui établit des corrélations entre la réduction des VBG et l'augmentation de la productivité économique dans les secteurs de l'environnement, ce qui suggère que l'amélioration de la sécurité contre les VBG améliore également l'engagement et les résultats dans le domaine de l'environnement. Prochaine diapo. RISE nous a donc aidé à apprendre des pratiques prometteuses pour aborder ce type de lien et nous entendrons quelques leaders de RISE dans quelques instants aborder le sujet. Avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur deux points. Premièrement, nous observons continuellement que les spécialistes du climat et de la conservation ont besoin de soins, d'investissements et de soutien spécifiques pour adapter de manière appropriée les meilleures pratiques mondiales en matière de lutte contre les VBG. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant et ils ne sont souvent pas conscients des problèmes de programmation involontaire s'ils n'utilisent pas ou n'adaptent pas les meilleures pratiques avec un soutien adapté. Deuxième point, bien qu'il semble que l'urgence des liens et le manque de savoir-faire des praticiens pour les aborder soit tout à fait clair, le financement ne démontre pas la mise en œuvre de ces connaissances à échelle. Comme vous l'avez vu, avec près de 2400 demandes de financement à ce jour dans le cadre de RISE et plus de 650 demandes de soutien de la part des décideurs et des praticiens de l'environnement dans le cadre du centre, la demande est tout simplement plus importante que les ressources disponibles. En réfléchissant aux 16 journées de cette année, nous devrions examiner l'état des investissements environnementaux dans le renforcement et le traitement de ces capacités de manière éthique et prudente, et voir s'ils sont conformes à nos priorités en matière d'inclusion, de participation, d'autodétermination, de sécurité et de dignité humaine.
Sur ce, j'ai le plaisir de vous présenter trois femmes résilientes qui défendent les environnements inclusifs. Tout d'abord, voici Samantha Munagandou d'Action Aid Zambie qui va nous parler de l'adaptation de la réponse au VBG dans le secteur de la pêche. Samantha, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Jamie pour cette présentation. Distingués invités, merci d'être ici. C'est un honneur pour moi de partager avec vous, notre expérience en matière de VBG. Cela a transformé les programmes environnementaux. Notre parcours démontre que les VBG sont essentiels, la lutte contre les VBG est essentielle dans notre travail. Ma présentation aujourd'hui se focalise sur les efforts environnementaux et de conservation pour traiter les VBG et les liens entre les VBG et l'environnement sous l'égide de la dégradation environnementale. Nous avons ici l'opportunité d'avoir un point de vue sur les VBG, le secteur de l'environnement. On va parler de la dépendance des communautés sur les ressources environnementales et intégrer la manière dont on a utilisé les parcours de signalement des VBG. Et on va parler également des opportunités et des actions collaboratives. Puis, il y aura une conclusion. Prochaine diapo. Nous savons tous et toutes que les VBG se produisent dans tous les secteurs, comme Jamie l'a mentionné, et nous voyons cela aussi spécifiquement dans le secteur de la pêche, où il y a un lien avec la survie et les moyens de subsistance. Les femmes sont les premières gestionnaires des ressources naturelles et font face à des vulnérabilités uniques dans des contextes fragiles causés par les effets du changement climatique et environnementaux en Zambie, ce qui ajoute au défi. Notre projet RISE en Zambie se focalise sur le secteur de la pêche. Nous avons développé un parcours de signalement qui autonomise les femmes pour pouvoir reconstruire leur confiance en elles, pour qu'elles puissent reprendre leur vie en main. Nous traitons du sujet de pratique d'échanger des faveurs sexuelles contre du poisson, ce qui est en violation des droits de la personne et mine cette ressource piscicole et contribue à la dégradation environnementale également. Dû au manque de ressources. Donc, on voit que dans ce secteur, les hommes ont les moyens de production et ils contrôlent la quantité de la production. Ils déterminent aussi les prix ainsi que les clients à qui ils vendent leurs produits. Donc, les femmes participent aussi, mais leur rôle est normalement plus informel et moins reconnu, moins représenté, surtout quand l'on a besoin d'un soutien technique. Donc, la voie d'orientation en matière de VBG nous a soutenus pour souligner qu'il faut une approche basée sur la survivance et que cette approche soit la manière dont on gère ces cas dans le secteur de la pêche. Il y a beaucoup de cas qui se passent sur le terrain et ça commence par les communautés qui dépendent de la pêche, qui doivent a- voyager de longues distances. Il y a aussi la question de l'augmentation de la population ainsi que le changement climatique et la crise environnementale. Donc, notre programme nous donne des pas pour gérer ces cas avec des systèmes de soutien légal. On a une manière aussi
d'approche qui souligne la sécurité et la sécurité de la victime avec des approches éthiques. Quand l'on parle de la quantité de communautés qui dépendent des ressources halieutiques dans le fleuve Zambézie, où nous mettons en œuvre notre projet, c'est un grand territoire au Zambia. Et ça fait partie du fleuve Zambézie qui alimente plus de 25 000 pêcheurs artisanaux et plus de 30 000 commerçants. Et ces gens ne dépendent que pour l'alimentation, mais aussi pour leurs moyens de subsistance. Il y a une importance historique aussi de ce fleuve. Et cette province de la Zambia est la région où il y a plus de maisons dirigées par des femmes, plus de 44%. Il y a aussi un problème de manque de système de rapport, d'information. Il y a d'autres défis aussi, comme par exemple un manque total de soutien légal. Donc, notre voie d'orientation en matière de VBG a soutenu dans ce cas parce que l'on a reconnu les défis de genre et donc l'on soutient les femmes en mettant en œuvre une VBG liée à la dégradation environnementale. Les femmes contribuent plus de 90% aux activités post-collecte et tout pêcheur au Zambia doit avoir une interaction avec plus de 3 commerçants du poisson qui sont habituellement des femmes. Cette situation veut dire que les femmes font face à des coûts sexuels et financiers pour accéder aux poissons, tenant en compte que leur vie dépend de ce poisson. Donc, nous avons vu qu'il y a une exploitation qui est normalisée à cause du manque de ressources. Et jusqu'à un certain point, la VBG est utilisée en tant que mécanisme d'adaptation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment pouvons-nous connecter la VBG à la dégradation environnementale? C'est lié à la vulnérabilité des femmes. Nous savons tous que les femmes participent dans ces activités tous les jours. La femme doit interagir avec l'environnement parce que c'est son moyen de subsistance. Cependant, leur contribution des femmes n'est pas reconnue officiellement. Et nous voyons que les besoins des femmes sont ignorés et éclipsés par la question plus générale de la dégradation de l'environnement. Puis, il y a l'impact de la rareté des ressources. La rareté des poissons, par exemple, qui empire les VBG. Les femmes qui sont les commerçants principaux sont celles qui subissent la réduction des ressources. Donc, la voie d'orientation en matière de VBG donne du soutien aux entités environnementales comme des organisations de la société civile et des organisations communautaires, environnementales, pour adresser, aborder la VBG et réduire la dégradation environnementale. Il y a bien sûr des défis auxquels nous faisons face, comme un manque de services, une participation limitée. Il nous reste quand même du travail à faire et du travail collaboratif. Il faut soutenir des moyens de vie
alternatives pour réduire leur dépendance sur les ressources naturelles, comme par exemple les ressources halieutiques. Il faut aussi améliorer l'opération des voies d'orientation en matière de VBG pour que ça soit intégré dans d'autres secteurs environnementaux, ainsi que dans des politiques environnementales, tenant en compte le contexte changeant. Il faut également exiger des politiques qui connectent les VBG avec la vulnérabilité environnementale. Et nous avons des responsabilités sociales d'investir dans des programmes pour les femmes et un renforcement des capacités locales pour la gestion des ressources naturelles. Pour conclure, la vulnérabilité environnementale augmente la vulnérabilité des femmes au VBG. C'est pour ça que notre voie d'orientation de VBG a été transformative pour aborder les vulnérabilités des femmes. Et c'est à nous de travailler ensemble. Nous avons vu comment cela a amélioré la participation communautaire, ça a augmenté la sensibilisation sur la VBG et comment c'est lié à l'environnement. Et nous avons augmenté aussi le leadership des femmes dans les communautés de pêche. Il y a plus de 200 cas de VBG informés en 2024 liés directement au secteur de la pêche et aux ressources halieutiques. Ça a été partagé avec le système qui, qui travaille avec le VBG. Finalement, nous avons vu aussi comment ce programme a amélioré la reconnaissance des droits des femmes. Donc, il faut continuer à collaborer pour reconnaître que... Désolée, l'audio de Samantha s'est coupé un peu à la fin. Merci beaucoup, Samantha. Absolument, c'est important de répondre aux survivants. Et pour rappeler à tout le monde, il y a des questions qui arrivent, donc continuez à les envoyer. Maintenant, nous allons entendre Shushmit Lama de Asia Indigenous People Pact. Shushmita, tu as 10 minutes. À toi. Merci, Jamie. Bonjour, je suis Shushmita Lama. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de partager nos opinions sur notre travail, Asia Indigenous People Pact, Perempuan Aman de l'Indonésie, Inabuyog aux Philippines et IWGIA. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais partager un peu sur les liens entre les VBG et l'environnement chez les femmes autochtones. Je parlerai des différentes expériences, des interventions dans des peuples autochtones, dans des communautés autochtones, et comment nous abordons les VBG en relation à l'environnement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, sous nos projets, nous travaillons pour renforcer les femmes autochtones pour qu'elles puissent lutter elles-mêmes contre les VBG, tenant en compte le contexte de vulnérabilité environnementale. Pour cela, nous utilisons des approches comme par exemple des formations pour améliorer leurs capacités. On travaille aussi avec la recherche et l'incidence politique, ce qui est très nécessaire, pour amplifier leur voix et négocier avec des autorités locales et nationales, ainsi qu'au niveau mondial, international. Nous offrons aussi du soutien d'émergence, d'urgence, pour les besoins de sécurité des femmes autochtones.
Maintenant, nous travaillons aussi pour développer une politique qui réduise le risque des VBG pour les femmes autochtones dans notre champ d'application. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais partager plus sur l'analyse de genre que nous avons développée en Thaïlande, en Indonésie et que nous réalisons actuellement aux Philippines. Donc, pour cette analyse, nous avons utilisé des méthodologies de l'UICN et de RAI. Je pense que vous connaissez tous et toutes. L'objectif principal, c'est d'obtenir des preuves et de l'information sur la relation entre les VBG et les femmes autochtones qui sont des défenseurs environnementaux. Tenant en compte le contexte du changement climatique et la conservation de l'environnement en Indonésie, les Philippines et en Thaïlande. Nous faisons de la recherche aussi sur les relations qui créent la VBG et les défis auxquels font face les peuples, les femmes autochtones. Donc, au Thaïlande, nous avons réalisé une analyse dans le nord du pays, tandis qu'en Indonésie, nous avons réalisé l'analyse dans une région spécifique, dans certaines communautés autochtones. En Philippines, l'étude a été réalisée dans la zone nord du pays. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, en Asie, il y a plus de 260 millions de peuples autochtones, ce qui veut dire à peu près un tiers de la population, un tiers des populations autochtones, pardon. Les femmes autochtones sont considérées celles qui prennent soin de la terre et leur relation avec l'environnement est très étroite. Cependant, les femmes autochtones font face à de la discrimination parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont des personnes autochtones. Donc, leur rôle dans la conservation environnementale est très important. Cependant, les femmes autochtones sont marginalisées et exclues et dans les trois pays. Leur rôle, leur autorité et leur voix sont souvent ignorées dans les processus de prise de décision ainsi que au niveau des communautés, de la maison et du foyer. Ils ont un accès très limité à des opportunités et à des ressources. Et dans le cas des communautés autochtones et de la terre, il y a un vol du territoire de la part de l'État. On parle des sources d'eau et de la terre. Cette situation veut dire que les femmes autochtones ont tout. À cause de cela, les femmes autochtones ont constamment peur de perdre leur territoire ancestral et leur site sacré. D'autre part, il y a aussi le problème de l'infrastructure et le développement de projets de construction. Et donc, elles font face à ces défis et aux défis du déplacement et le contrôle d'autres sur leurs ressources. En Indonésie, le développement de la nouvelle capitale dans l'est de Kalimantan ont mené à des préoccupations par l'insécurité et la VBG a augmenté en même temps. En Philippines, les femmes font face à l'intimidation de la part des autorités et de la police, puisque l'État force
et volent, utilisent, extraient des ressources du sol. Et les femmes autochtones n'ont pas d'accès à la justice et donc elles font face à la persécution légale, juridique. Elles font face à des différents types de violences physiques, sexuelles, émotionnelles, tout type de violence. Il y a des cas de pollution aussi, de l'utilisation des substances chimiques dans les ressources naturelles qui impactent leur vie directement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Quand nous avons demandé à une des personnes qui a participé dans l'une de nos formations, et nous avons demandé sur la VBG, elle a dit que ça fait partie de sa communauté, que les femmes ne participent pas dans la prise de décision et que quand les femmes parlent en Indonésie, quand la capitale a été déplacée, ça a mené à la perte d'emplois et de terres et les filles et les jeunes doivent faire face aux plus grands défis. Puis il y a aussi la dégradation environnementale qui a empiré les circonstances de santé. Malgré ces défis, les femmes restent à l'avant-garde en défendant notre terre, notre santé, même quand l'on ignore nos voix. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour les stratégies pour aborder la VBG dans le contexte, nous avons réalisé de la recherche et sur la base de ce résultat, nous avons des données qualitatives et quantitatives pour améliorer les réponses à la VBG dans les communautés autochtones. En Indonésie, notre partenaire Aman utilise un instrument qui permet la cartographie de la VBG. C'est un instrument qui est guidé par des femmes autochtones et identifie les zones gérées par des femmes autochtones où leurs connaissances sont prises en compte dans le processus de cartographie, puisque normalement, la cartographie, c'est le domaine de l'homme. Donc, les droits collectifs des femmes autochtones et des peuples autochtones sont documentés. Et donc, nous avons ces données et nous utilisons aussi la stratégie de construire des capacités au niveau local, national, pour informer et sensibiliser sur leurs droits. Nous avons aussi une alliance où nous partageons des expériences régionales et nous offrons du soutien aux victimes de la VBG. Diapo suivante, s'il vous plaît. Jusqu'aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est que dans le cas des femmes autochtones, il faut tenir en compte que les femmes autochtones sont différentes d'autres femmes parce que nous parlons de droits collectifs et maintenant elles connaissent leurs droits à travers nos interventions locales et elles ont créé un groupe pour protéger leurs droits, leurs coutumes et leur territoire. Maintenant, nous avons des données, des preuves qui montrent que les femmes peuvent informer les autorités aussi. Nous avons créé un système qui considère et qui prenne plus au sérieux les cas des femmes autochtones. Nous avons créé un groupe de plaidoyer collectif et nous sommes en train de construire de la solidarité parmi ces groupes aussi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, nous avons une image de toutes les femmes autochtones, défenseurs de l'environnement des 3 pays, dans un des villages au Thaïlande où nous avons développé un programme d'échange régional. Cela dit, je vais conclure ma présentation. Merci à tout le monde. Les droits des femmes sont les droits humains. N'oublions pas cela. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les exprimer. Merci. Merci, Sushmita. Maintenant, nous invitons Joyce Peshu de l'association Wildlife Association Conservation. À toi, Joyce. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Joyce. Je viens du Kenya. Et
Aujourd'hui, je vais parler des guides pour la conservation au Kenya. C'est un guide que nous avons développé pour éviter et prévenir la VBG. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour donner un peu de contexte, l'espace de conservation au Kenya est l'un des secteurs clés où il faut encore atteindre l'égalité de genre. Il faut mettre en place des mesures pour prévenir la VBG et l'éviter. Nous savons que les femmes sont les grandes utilisatrices des ressources naturelles et à cause de leur rôle, elles sont vulnérables à de la violence sexuelle ou physique ainsi que d'autres formes de VBG. Et les effets du changement climatique a des impacts sur les endroits où la conservation se réalise. Souvent, les femmes sont plus vulnérables à cause de leur statut socio-économique, leur rôle de genre et leur accès limité et leur contrôle limité des ressources. Les croyances culturelles sont très importantes aussi et contribue à la marginalisation des femmes. Et des fois, ça se traduit en de la VBG. Et nous croyons que la conservation doit être guidée au niveau local avec une approche qui aborde ces problèmes. Diapo suivante, s'il vous plaît. En tant que KWCA, nous sommes une organisation qui travaille pour la conservation et nous mettons les communautés au centre de la conservation. Et notre travail est centré sur une gestion durable qui impacte positivement la communauté et les animaux. Parmi nos approches, je vais parler aujourd'hui sur notre approche pour informer. Nous distribuons de l'information sur la conservation pour pouvoir avoir une influence positive sur les décisions, les pratiques et les politiques qui existent dans l'espace de la conservation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans notre projet, le projet RISE, soutenu par l'UICN et USAID, nous sommes en train de mettre en place un projet qui encourage des normes de pouvoir d'égalité de genre dans les espaces de conservation. Et le focus, c'est sur la création des environnements égalitaires. Bien, si nous regardons maintenant notre focalisation en matière des directives, comme je l'ai mentionné, je vais me focaliser sur notre approche informative concernant ces conservatoires. On travaille pour le bénéfice des personnes présentes. Le fait de traiter les VBG, c'est un nouvel espace pour ces conservatoires. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc, le développement de ces directives était clé pour qu'ils puissent intégrer cela à leur travail. Nous avons développé des manuels, des directives pour guider ces efforts. Nous avons fait cela pour les leaders de ces espaces, pour les gestionnaires de ces espaces, en publiant, en disséminant ces informations à ces personnes, en ayant des ateliers où nous leur présentons ce contenu, cela les aide dans leurs efforts. Concernant notre focalisation sur les normes sociales, nous avons pu travailler avec CARE pour mettre en œuvre un outil qui est utilisé dans le secteur de la nutrition qui s'appelle l'analyse et l'action sociale, SAA, dans les conservatoires de communauté au Kenya. Ces outils se focalisent sur les normes sociales qui sont des barrières pour une approche transformative au niveau du genre. Nous avons pu contextualiser cet outil. Ce que vous voyez sur l'écran est simplement une partie de ce manuel. Au-delà du développement de cet outil, nous avons aussi informé
des personnes qui travaillent au niveau des conservatoires qui sont en soutien afin que ces personnes puissent comprendre le contenu et ce manuel. Voici d'autres outils que nous avons développés. L'un de ces outils est un guide de sauvegarde pour les conservatoires qui les aide à pouvoir comprendre les mesures de sauvegarde et ce qu'il faut mettre en place à cet effet, ainsi que des mécanismes de signalement, et cela à différentes composantes. Il y a la prévention, les politiques, les procédures, le signalement de situations préoccupantes et la réponse à apporter. Ça, c'est l'outil de sauvegarde qui est focalisé, c'est vraiment une approche focalisée sur les survivantes. Ce guide a ses composantes et c'est pour les institutions en paysage et conservatoires. L'autre guide, ça parle de la violence et de la réponse au VBG et de l'atténuation des risques. Vous voyez à l'écran aussi un outil pour l'égalité des genres au Kenya. Cela vous donne des détails sur la manière dont on peut promouvoir l'équité, l'égalité de genre dans dans la conservation et dans les conservatoires. Dernièrement, au-delà d'octroyer des guides et des manuels, nous travaillons aussi avec des organisations de soutien, et cela pour, par exemple, dans différents contextes, on les soutient pour développer des politiques qui, afin de mettre en place des mesures contre les VBG, des mesures pour les prévenir et des aspects de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Ces politiques sont également clés pour nous. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que le fait d'octroyer ces guides à landscape, à des associations autour des paysages et des conservatoires a mené à une conscientisation de ces différents publics. Dans les interventions, dans les programmes, elles peuvent ensuite intégrer cet élément-là et inclure des mécanismes de prévention et de réponse appropriés au programme dans le cadre de leurs opérations. Donc, ces politiques au niveau institutionnel et ces guides que nous leur offrons pour fournir un soutien leur donnent des enseignements en matière de prévention et de réponse au VBG dans le contexte environnemental. Cela a vraiment contribué aux efforts dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joyce, pour cette fantastique présentation des outils que vous avez pu développer. Jason, passons à la prochaine diapo. Merci. Merci beaucoup à Samantha, Sushmita et Joyce pour cette partie de l'événement. Nous aimerions demander au gouvernement de partager leurs perspectives nationales en mettant l'accent sur les efforts qu'ils déploient pour traiter ces liens. Continuez, s'il vous plaît, à envoyer vos questions dans la fonctionnalité questions-réponses. D'abord, nous allons inviter Yorane Norby Fremstad de NORAD. Allez-y, Yorane. Merci beaucoup, Jamie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Yorane et je suis ravie d'être ici pour vous parler. Avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de cette réunion ainsi que tous les panélistes qui se sont exprimés jusqu'à présent. Merci pour votre travail et vos contributions tellement importantes. NORAD soutient le RISE Challenge depuis l'année dernière, surtout dans le secteur de la pêche et de la biodiversité. Nous voulons œuvrer pour des adaptations au changement climatique liées à cela. Je vais parler des VBG dans le secteur de la pêche concernant la biodiversité et les crises climatiques et donc le lien entre les deux. Merci. Nous ne sommes pas tous et toutes des experts dans le domaine de la pêche. Je vais donc vous donner un peu de contexte là-dessus, sur ce qui se passe dans les océans et les lacs, entre autres. Concernant le changement climatique, nous connaissons la montée de température depuis
Et à un certain temps, l'océan a absorbé 90% de chaleur, d'excès de chaleur du changement climatique. Nous voyons l'érosion côtière qui se passe 2 fois plus rapidement que par le passé, une acidification et une désoxygénation au niveau des océans. Les océans sont plus chauds, plus acides, il y a de plus faibles niveaux d'oxygène et plus de CO2. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie marine? Beaucoup d'espèces marines migrent et quittent l'équateur pour chercher des eaux plus fraîches. Cela a un impact, bien sûr, sur les pêcheries. La vie marine est également très sensible à, à son habitat concernant la survie et la reproduction. Ces taux vont baisser et le corail va aussi continuer de se détériorer. La plupart de ce corail va disparaître si on arrive au 1,5 degré de réchauffement. Concernant les lacs, ils ne reçoivent pas autant d'attention, mais ce sont aussi des écosystèmes essentiels. Concernant la perte de biodiversité, le changement climatique est un moteur clé de cette perte de biodiversité, mais il y en a d'autres. Samantha en a mentionné certains. En Zambie, nous avons la destruction des habitats à cause de l'activité humaine. Vous avez le tourisme non durable. Cela est une menace pour les habitats. Ensuite, la surpêche et la pêche non durable. Un tiers des pêcheries sont surexploitées. Et, et cela a vraiment détérioré les pêcheries. Vous avez aussi la pollution marine, y compris par le plastique, les produits chimiques, le pétrole. Cela a aussi un impact sur les espèces et leurs habitats. Concernant les lacs, la biodiversité en eau douce est en déclin plus rapide que dans d'autres contextes. Il y a moins de surface d'eau, ce qui augmente les besoins en eau pour différentes utilisations. Qu'est-ce qui est différent entre les océans et les écosystèmes terrestres? C'est le niveau de changement. Si vous regardez un peu les différents scénarios proposés, tous ces scénarios disent qu'il y aura des changements irréversibles pendant des siècles à venir. Ensuite, il y a aussi une raréfaction des ressources dans l'océan. Et donc, il va y avoir un besoin qui est plus important que ce qui est disponible comme ressource. Pourquoi est-ce que l'aspect du genre est important dans le domaine de la pêche? Quand on réfléchit au domaine de la pêche, on réfléchit souvent aux hommes et c'est perçu comme un secteur dominé par les hommes et ça l'est sous certains aspects parce que les hommes dominent l'aspect de production et de pêche dans ce sens-là. Cependant, et comme cela a déjà été mentionné, les femmes occupent une proportion significative de ce qui se passe au niveau du domaine de la pêche. Le secteur est caractérisé par une division, une répartition des tâches très genrée. Les, les données montrent que en, en 2022, les femmes représentaient 24% des pêcheurs, mais 45% des petits exploitants des ressources piscicoles. 4 des personnes dans les pêcheries sur 10 sont des femmes. Même si elles ne sont pas la majorité, elles sont bien présentes. Elles sont cependant surreprésentées dans à certains niveaux et sous-représentées dans la prise de décision
des 71 compagnies étudiées, des majeures de ressources marines, seul 1% de, des positions de dirigeantes étaient tenues par une femme. Ensuite, nous avons une situation où nous avons de moins en moins de poissons et de ressources piscicoles. Nous avons de plus en plus de personnes qui ont besoin de ressources piscicoles. Et nous avons un secteur où les femmes jouent un rôle majeur, en dépit des idées reçues. Et nous l'avons mentionné plusieurs fois aujourd'hui, la dégradation des ressources vont exacerber le risque de VBG. Comment est-ce que cela se voit dans le secteur de la pêche? Ce qui est le plus courant, c'est la pratique d'échanger des faveurs sexuelles contre du poisson. Ça a été déjà mentionné par une autre intervenante, donc je ne vais pas entrer dans le sujet, ça a été déjà très très bien présenté. Jusqu'à 60% dans certaines communautés, des femmes sont impactées par cette pratique. C'est un chiffre incroyablement élevé. Des études ont montré que 34% des hommes dans les foyers au Kenya, dans ces communautés, ont déjà, à l'occasion, ont perpétué de telles pratiques. Cela a un grand impact. Vous voyez des taux de VIH dans les communautés de pêche qui sont de 4 à 14 fois plus élevés que la moyenne nationale. On prend aussi en compte qu'il y a de moins en moins de poissons. Il y a cette raréfaction de la ressource. Cela exacerbe les autres problèmes. Une autre manifestation de cela est le mariage précoce, mariage des enfants. Nous voyons que les 2 tiers des endroits où il y a le plus de mariage d'enfants sont des zones où il y a le plus de problèmes liés au changement climatique. Il y a une corrélation entre les deux. Je voudrais aussi souligner des abus, des violations des droits de la personne. Souvent, cela se passe loin des côtes et on ne le voit pas. En Asie du Sud-Est, nous voyons des hommes et des garçons qui subissent des sévices lorsqu'ils sont en mer. Ils sont aussi sujets au harcèlement sexuel. Je ne vais pas vous parler de tous ces exemples, mais je voulais vous montrer que les VBG sont extrêmement néfastes pour les personnes qui en font l'expérience dans les communautés, mais comme cela a été mentionné aujourd'hui, c'est nuisible pour le secteur et pour les projets et pour l'impact environnemental. Si vous regardez le premier exemple dans les Philippines, une majorité des femmes sont parties à cause de violences de la part de leurs partenaires. Si on traite le problème, cela peut avoir des bénéfices immenses. Dans ce cas, c'était une augmentation de revenus pour une société. Je voulais montrer cette diapo parce que cela démontre que la violence et le harcèlement, c'est un problème mondial. Ça ne se réduit pas à une seule partie du monde, bien qu'il y ait des taux plus élevés dans certains endroits que dans d'autres. En Norvège, récemment, certaines femmes ont signalé des conditions de travail néfastes avec des cas de harcèlement sexuel et des conditions vraiment atroces. Cela a mené à l'établissement d'un réseau de femmes dans le secteur, ce qui était très positif, mais cela a aussi mené à une réduction des candidatures d'un pourcentage énorme des femmes dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons déjà beaucoup appris aujourd'hui. Certains exemples qui ont été démontrés ont été ceux du Challenge Rise.
C'était un bon moyen d'ailleurs de démontrer ce qui a été fait. Nous avons besoin d'une meilleure sensibilisation au problème et de la manière dont cela a un impact sur le secteur et l'impact si on ne traite pas ces sujets. Deuxièmement, il faut non seulement examiner le problème, mais aussi les solutions. L'égalité des genres a tendance à mener à à de meilleurs résultats en matière de biodiversité, d'environnement. Ensuite, nous devons partager les meilleures pratiques entre nous parce que nous n'avons pas le temps ni les ressources de ne pas partager ces meilleures pratiques. Et l'UICN et RISE jouent un rôle majeur à cet égard. Nous avons déjà des pistes de solutions. Et par exemple, le parcours de signalement présenté par Samantha qui était tellement pertinent, qui est tellement pertinent à ce secteur. Ensuite, il faut reconnaître qu'il faut du temps et ce changement ne se passera pas sans financement. Et ça, il faut le reconnaître. La Norvège met vraiment l'accent sur cette politique pour l'égalité des genres, non seulement chez nous, mais aussi à l'extérieur. J'aimerais remercier toutes les personnes présentes ici pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna. Maintenant, voici Jared Howe du Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni qui nous fera part de son point de vue sur les VBG et leur impact sur le changement climatique. À vous, Gérard. Merci, Jamie. Merci de nous avoir réunis autour de cette initiative sur les 16 jours. J'aimerais aussi remercier Samantha, Sushmita, Joyce, Cornelis pour toutes leurs présentations, enfin tous les collègues pour leur présentation. Je vais rester bref, mais j'ai quelques messages à vous transmettre. Premièrement, que c'est un sujet extrêmement important. Deuxièmement, on voit du travail, des efforts formidables. Et trois, qu'il y a l'opportunité de faire plus. Merci à tous les collègues pour les très bons exemples que vous avez donnés. Il est clair que lorsqu'on voit la corrélation entre la lutte contre le changement climatique et les VBG, il faut un décloisonnement en vérité. Il faut éviter de travailler tous de manière séparée. Nous connaissons l'envergure de ce problème et cela a été dit précédemment et de manière plus large. Tout le monde entier est impacté par le changement climatique et aussi par les VBG. Il y a de nombreuses personnes qui vivent dans des zones très vulnérables au changement climatique. Nous savons que nous pouvons agir. C'est une obligation et une opportunité de se réunir et de voir comment faire pour agir. Les Royaumes-Unis et l'Australie ont lancé un rapport à la COP29 sur comment s'atteler au sujet des VBG et du changement climatique. Ou, si vous le voulez, les VBG dans le contexte du changement climatique. C'est une meilleure manière d'y réfléchir. Et ce rapport a montré les liens étroits entre ces deux domaines. En Asie du Sud, une montée de 1 degré de, euh, du, du réchauffement climatique a mené à plus de cas de VBG. Nous avons ce genre de lien dans d'autres contextes également, y compris dans des zones où il y a plus d'inondations, plus de sécheresse. Cela exacerbe l'exposition à la violence, exacerbe les problèmes de VBG. Donc, il y a bien sûr ce lien. Et ça, c'est un obstacle au changement, y compris à la lutte contre le changement climatique. Au Cambodge et au Laos, nous avons vu des personnes qui ont dit que les VBG étaient un obstacle à la participation à la gestion des ressources naturelles. Donc, nous voyons cette menace qui pèse sur ce sujet. Nous devons agir ensemble pour avoir une meilleure capacité de renforcer la sécurité des femmes par rapport au VBG et de créer des solutions à plus long terme pour toute la gamme de problèmes auxquels nous faisons face, à la transition énergétique, gestion des ressources naturelles, etc., pour que les femmes et les filles puissent jouer pleinement leur rôle dans ces solutions. Et ça, c'est vraiment très important à l'avenir.
C'était merveilleux de voir Jamie à la COP 29, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres travail aussi de la part de nos collègues qui travaillent pour améliorer l'engagement et dans le travail de changement climatique et travailler plus sur les VBG. Il y a des organisations merveilleuses et il y a une fondation qui travaille pour aborder les VBG et pour que plus de femmes puissent participer à travers des forums communautaires, pour parler de la dégradation environnementale, pour travailler dans ce processus, pour augmenter la participation des femmes dans la prise de décision. Et ça a augmenté la sensibilisation sur les impacts du changement climatique, le futur des filles et des femmes et aider les survivants à travailler dans le domaine de la crise environnementale. Donc, c'est des manières d'aborder les VBG et la crise climatique en même temps. Et cela est vraiment important. Mais comme Jamie l'a déjà dit, les VBG n'est pas abordé d'une manière naturelle quand nous parlons du travail climatique. Et il faut changer cela, non seulement en termes de finances, mais aussi quand nous participons et travaillons avec les communautés. C'est une priorité pour le gouvernement du Royaume-Uni de penser en termes d'intersectionnalité quand nous pensons au VBG et au changement climatique. Et nous sommes engagés à mettre les filles et les femmes au centre de notre travail. Donc, dans la COP 29, nous avons publié un travail sur le financement pour soutenir les organisations communautaires lidérées par des femmes. Nous offrons 5,5 millions de, de dollars. Nous travaillons en Afrique aussi avec des organisations qui travaillent contre les menaces climatiques et nous soutenons des organisations des femmes pour qu'elles soient au centre de la prise de décision. Nous avons beaucoup de travail différent dans ce domaine. Nous avons un programme pour prévenir la violence qui a été lidéré par le gouvernement. Nous travaillons avec une organisation de femmes à Uganda pour intégrer la prévention de la VBG dans un programme pour restaurer les contextes, les paysages naturels du territoire. Nous avons aussi lancé à la COP 29 en soutien pour une organisation qui travaille avec les ressources de l'eau pour intégrer les VBG dans leur travail dans le nord de l'Afrique. Donc, nous sommes totalement engagés avec ce travail. Nous connaissons notre responsabilité et le fait que nous devons prendre cela au sérieux, que nous devons penser d'une manière d'intersectionnalité et qu'il faut vraiment écouter nos collègues comme Samantha Joyce et Shushmita, écouter ce qui marche vraiment dans leur contexte et il faut les soutenir. J'ai hâte d'entendre plus de tout le monde et d'entendre vos questions, quelles sont les priorités, quelles devraient être les priorités à partir de maintenant. Et je veux remercier l'UICN et tous les partenaires du travail incroyable que vous réalisez. Et merci de l'opportunité de pouvoir parler aujourd'hui. Merci, Jamie, à toi. Merci beaucoup. Ce sont des messages clés. L'action effective climatique doit être inclusive. Donc, comment est-ce que nous pouvons garantir la sécurité contre les VBG? Je pense que c'est aussi clé d'écouter des exemples de comment reconnaître les risques et prendre de l'action. Donc, cela dit, c'est un plaisir de vous présenter Marlene Noemi, deux coordinateurs de genre, multiculturalisme peuple de l'environnement de Guatemala. À toi, Marlene. Bonjour. Profitons, puisqu'il y a de l'interprétation, je vais parler ma langue parce que je me sens plus à l'aise dans ma langue maternelle. Donc, merci, Lucien, de m'avoir invité. J'aimerais bien si l'on puisse confirmer si vous m'écoutez. D'accord, parfait. Et ma vidéo est active aussi?
Je ne sais pas si vous me voyez. Mais bon, en tout cas, oui, on te voit et on t'entend, Marlene. Parfait, merci. Donc, je vais vous parler un petit peu sur le fait que pour le Guatemala, c'est vraiment important d'aborder le sujet du VBG, surtout quand nous parlons du domaine climatique, puisque nous avons vu que ce problème de l'action climatique a augmenté la violence des millions de femmes dans le monde entier et font face à de la violence dans leur vie et dans l'accès aux ressources comme résultat du changement climatique. Le Guatemala a beaucoup de féminicides et nous voyons comment les impacts sur nos communautés affectent également la sécurité alimentaire, les moyens de vie et ça augmente le déplacement forcé et les VBG. Nous n'avons pas de données de la VBG en connexion avec les ressources naturelles. Donc, je pense que c'est important de travailler les statistiques dans ce sens-là, parce que nous savons que quand nous parlons des paysages côtiers, les forêts, et nous avons entendu justement les personnes qui ont parlé de ces expériences. Et dans ces contextes, la violence basée sur le genre augmente et nous n'avons pas de données sur cela. Donc, c'est vraiment clé de d'avoir accès à ces données et de commencer à travailler sur cela. Moi, j'ai dû aborder les sujets de la perspective des politiques publiques et c'est là que nous devons euh, intégrer des données qui nous donnent les résultats qu'il nous faut. Je veux aussi souligner que quand nous parlons de la VBG, nous ne pouvons pas oublier l'intersectionnalité. Ce n'est pas la même chose d'être une femme comme nous, celles qui sommes ici, ou ce n'est pas la même chose d'être une femme comme nous à être une femme d'une communauté autochtone, tenant en compte leur situation de pauvreté économique. Si en plus on parle des handicaps, des manques d'accès, donc quand nous parlons de la VBG, il faut l'aborder d'une manière intersectionnelle pour que nos politiques puissent mener à des actions spécifiques basées sur les besoins des femmes. Je veux vous parler de notre plan de genre et changement climatique au Guatemala. Tenant en compte que c'est la Journée internationale des femmes, c'était. Et donc, nous avons travaillé sur ce sujet avec le soutien justement de l'UICN, Jamie, Jackie, Laura, toute l'équipe et aussi un projet d'USAID. Et donc, nous avons créé ce plan d'action de genre pour le Guatemala. Notre plan travaille le sujet de la VBG. Quand nous nous sommes réunis avec les femmes, ça a été important d'écouter ce qu'elles avaient à dire et écouter ce qu'elles avaient à dire sur la violence qu'elles subissent quand elles vont récolter des ressources, quand elles vont chercher de l'eau, du bois, tous les problèmes auxquels elles font face d'une manière quotidienne. Donc, c'est là que nous avons réfléchi à comment aborder la violence dans ces contextes côtiers, des forêts, de l'accès à l'eau. Et donc, nous avons créé une école pour commencer à combler ces lacunes de violence qui existent, par exemple, dans la pêche. C'est l'un des secteurs que nous voulons vraiment travailler. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais nous avons un guide, l'UICN a un guide sur la VBG et c'est vraiment intéressant. Au Guatemala, nous avons créé un processus pour former à travers certains matériaux en connexion avec l'eau et la violence. Ça c'est dans un département, un état du Guatemala, une région spécifique. Et j'aimerais bien comprendre s'il y a des institutions
internationales qui nous écoutent et qui puissent établir des actions concrètes pour pouvoir analyser la VBG dans cette région. Nous voulons mener ce projet et voir ce qui se passe avec le domaine de l'eau et comment est-ce que la VBG affecte ce contexte. Nous ne voyons ça que dans le cadre national, sinon dans la COP 29, justement, je pense que vous savez que les négociations ont été vraiment dures par rapport aux droits de l'homme. Nous avons réussi à avoir une décision dans les dernières heures et l'une des actions, c'est de créer le nouveau plan d'action de genre dans la conférence. Et donc, nous avons un groupe de négociateurs de l'Amérique latine. Nous avons travaillé avec le soutien du Pérou, de UICN, et ONU Femmes, les CLAC, plusieurs institutions. Nous avons travaillé ce sujet de la VBG et nous avons pu l'intégrer dans notre nouveau plan. Donc, le défi reste grand. C'est important de le travailler. Je pense que les femmes nous devons tenir en compte que les femmes sont des acteurs clés. Donc, il faut sensibiliser sur les rôles des femmes dans les politiques climatiques et comment elles sont mises en œuvre. Il faut intégrer des instruments qui tiennent en compte la VBG. Sinon, on n'aura pas les résultats concrets qu'il nous faut et des solutions spécifiques pour les femmes qui sont les victimes de cette violence. Donc, je veux encourager toutes les institutions publiques, internationales, de travailler ensemble pour que les projets mènent à des actions concrètes. Avant tout pour avoir des données sur la VBG, puis pour créer des actions concrètes qui nous aident à réduire la violence de genre et qui nous aident à comprendre que la violence de genre évite une pleine participation des femmes dans tous les processus. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas et l'on ne peut pas entendre leur voix. C'est pour ça qu'il faut résoudre ce problème. En tant que femme, il faut travailler ensemble. En tant qu'organisation, d'institution, il faut créer un front uni contre ce problème pour éviter que cette vague de violence continue à avoir de la force. Il faut plutôt la réduire. Donc, merci, Jamie, pour de l'espace que vous nous avez offert. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour parler et discuter de tout cela, mais c'est quand même important de continuer à chercher des solutions. Merci. Merci beaucoup, Marlene. Et tu as parlé justement d'un point très important. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions, donc je veux justement demander aux orateurs d'activer leur caméra et à tout le monde en fait, parce que ce que je vois souvent dans les questions-réponses, c'est beaucoup de questions sur les, la peur, les conséquences de parler, la réticence des communautés parce qu'ils ne veulent pas attirer de l'attention. Et Marlene, tu viens de parler des défis qui nous restent dans le futur. Donc, pourrais-tu commencer à parler sur comment surpasser la défense ou la pression qu'il y a dans la politique climatique? D'accord. Dans une minute, c'est compliqué, mais on va essayer. Je pense que dans le contexte des agences internationales, il faut exiger en tant que critère que tous les projets aient un secteur sur la VBG avec un financement parce que sinon, nous avons des actions qui ne sont pas financées et là, on ne peut pas avancer. Et puis, il faut aussi l'intégrer dans les plans d'action de changement climatique du niveau national au niveau local. Et donc, travailler tous les aspects ensemble. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas.
Ce que l'on ne met par écrit dans les politiques publiques n'existe pas et nous ne pourrons pas le mettre en œuvre. Donc, c'est important que les gouvernements nationaux le fassent à travers des politiques et que les institutions internationales le mettent en tant que critère, qu'il y ait des actions spécifiques pour que les femmes puissent participer d'une manière effective et pleine dans, et puis montrer cela à travers des données et montrer les situations qui se passent. Merci. Merci beaucoup, Marlene. Et j'aimerais bien maintenant diriger la question suivante à Joyce. Il y a des questions justement sur la valeur de l'engagement des hommes et quels sont les défis quand l'on parle de leur résistance à cette participation. Donc, la réaction des hommes vient quand ils ne sont pas intégrés depuis le début, quand ils ne participent pas à promouvoir l'égalité de genre. Donc, si nous arrivons avec une approche de parler seulement avec les survivants et les victimes de la VBG, nous aurons des réactions négatives de la part des hommes. Donc, quelque chose de clé pour nous a été l'engagement des hommes. Donc, sélectionner les leaders hommes qui ont une influence dans les communautés, les sensibiliser sur l'intervention et expliquer pourquoi c'est important et pourquoi nous devons aborder la VBG, pourquoi nous voulons mettre en œuvre des pratiques différentes. Une fois ils comprennent et ils deviennent des alliés de notre travail, là, nous pouvons bien travailler. En tant qu'organisation de conservation et travaillant avec des organisations qui sont progressives, nous voyons que l'engagement masculin ont de la valeur aussi et ça a bien marché pour nous. Merci, Joyce. Et Shushmita, j'ai vu que tu as répondu à une question, mais pour que tout le monde puisse t'entendre, il y a une question sur comment protéger les femmes des groupes de pouvoir et comment éviter les réactions négatives contre les femmes dans leurs environnements. Merci, Jamie. Oui, surtout dans le cas des communautés autochtones, les femmes font face à beaucoup de réactions négatives, surtout de la part des autorités locales, parce que les territoires sont occupés par l'État qui ont des motifs, des intérêts de rentabilité. Et donc, nous sommes en train de documenter des cas de violation des droits de l'homme aux Philippines et en Indonésie. Et nous sommes en train d'améliorer les capacités des leaders sur leurs droits pour qu'ils puissent savoir comment lutter pour défendre leurs droits et pour se défendre contre la violation des droits humains. Nous offrons aussi du soutien juridique gratuit, des services légaux et nous encourageons aussi la construction de la solidarité communautaire. Si nous travaillons ensemble, euh, il faut travailler ensemble parce que ce n'est pas facile de lutter contre le gouvernement. Et il faut aussi planifier un plaidoyer stratégique pour lutter contre une situation qui n'est pas facile dans le cas des Philippines. Il y a beaucoup d'intimidation de la part de l'État et les vies des gens sont en risque. Donc, il faut réfléchir d'une manière stratégique à comment est-ce que l'on peut résoudre cela. Merci, Shushmita. Samantha, il y a eu une question qui parlait sur les programmes de VBG sur lesquels vous avez travaillé et d'une autre perspective en termes de la résistance, ou la réticence, comment est-ce que le projet encourage les femmes à parler, à participer, tenant compte que peut-être ont peur et qu'il y a des réactions négatives? Et comment est-ce que l'on assure que leurs besoins soient satisfaits à travers de ce projet? Merci beaucoup. Nous avons utilisé des instruments et
Un de ces instruments, c'est la sensibilisation des communautés et que les femmes participent dans les sessions de formation. Je pense qu'il y a un problème technique, mais nous espérons que Samantha va revenir vers nous bientôt. Nous avons perdu Samantha pendant un moment, mais entre-temps, Jared, il y a une question sur la sécurité de la Terre. Et donc, je pose la question à toi, Jared. Il y a beaucoup de réactions contre l'égalité de genre, ce travail. Donc, comment est-ce que nous pouvons aborder les droits à la Terre et la sécurité territoriale? Oui, je suis d'accord avec le point de Joyce de travailler avec les hommes et la solidarité aussi. Je pense que la question, c'est que c'est une question polémique et ce n'est pas sûr parce que nous parlons de la redistribution des ressources et du pouvoir et des intérêts. Donc, le principe principal, c'est de comprendre le risque et la sécurité perçus par les communautés locales parce qu'il y a un vrai risque pour toutes les communautés et surtout pour les femmes. Puis, il faut créer de la solidarité et il faut chercher des manières de documenter et avancer à un pas ambitieux, mais qui soit aussi sûr. Donc, je pense qu'il faut faire attention à cela. Merci, Gerard. Et ça me mène à la question pour Johanna, parce que tu as beaucoup parlé sur les bonnes pratiques et le fait que nous apprenons les uns des autres. Mais qu'est-ce que la Norvège apprend et comment est-ce que l'on peut transformer l'apprentissage dans de l'action? Merci beaucoup. C'est une question compliquée, mais nous espérons d'apprendre des leçons après ce processus. Évidemment qu'il y a des défis et nous voulons les intégrer dans d'autres projets que nous soutenons. Et nous voulons le faire depuis le début parce que si nous ne le faisons pas depuis le début, c'est moins probable d'avoir du succès. Donc, nous espérons de pouvoir le faire. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un budget pour le faire parce que ça ne va pas arriver tout seul. Il faut que ça soit financé. Merci, oui, je pense que c'est très important de ne pas laisser ça pour la fin. Il faut vraiment aborder ces sujets. Samantha, je vois que tu es de nouveau avec nous. Donc, si tu veux finir ta pensée grâce à la technologie, je te passe la parole pour la dernière minute. Donc, comme je disais, la sensibilisation, d'avoir des formations intégrales, utiliser nos guides adaptés pour parler de la VBG et connecter nos communautés avec ceux qui offrent les services. Donc voilà, pour finir ma pensée. Merci beaucoup, Samantha, et merci à tous les participants. Avant de fermer la réunion, nous voulons juste partager une brève enquête pour vous demander jusqu'à quel point ça a été utile. Donc, vous allez voir l'enquête sur votre écran en anglais et en espagnol aussi. La question c'est, après avoir participé dans ce webinaire, est-ce que ça vous a aidé à réfléchir sur comment aborder la VBG dans la programmation environnementale? Et il y a quelques options en bas du 1 au 5. Et ça nous sert beaucoup de savoir ce que vous pensez pour créer des webinaires futurs. Pendant que vous remplissez cela, je veux remercier une fois encore tous nos partenaires et les orateurs. Merci aussi au public d'avoir été avec nous et d'avoir participé dans ce défi de 16 jours.
Comme nous l'avons dit au début, cette session a été enregistrée et nous allons la partager par email avec tous ceux qui se sont enregistrés. Il y aura plus de nouvelles, des annonces et nous allons lancer une autre appel pour application, un appel à candidature pour 2025. Donc, restez en contact. Maintenant que nous fermons cet événement, assurons-nous que, au-delà de ces 16 jours, tous les jours soient des journées où l'on pense à la VBG et comment améliorer cette situation. Tous les jours, non seulement ces 16 jours, c'est notre choix d'avancer et c'est notre choix d'établir les priorités, les budgets. Donc, faisons de notre mieux de l'intégrer pour l'intégrer dans notre travail. Merci à l'UICN et aux organisateurs. Nous vous souhaitons une très bonne journée, une belle journée internationale des droits de l'homme et merci beaucoup.